Bonjour, merci à tous d'avoir continué à venir si fidèlement jusqu'au dernier cours qui est le cours d'aujourd'hui, malgré les perturbations des cours supprimés, déplacés, avec les annonces pas toujours faites suffisamment à l'avance. Voilà, mais aujourd'hui c'est le dernier. Donc je vais commencer par terminer ce qu'il y avait à dire sur le temple le temple du dieu Oxus à Tartisangine, après quoi je vais dire quelques mots d'un autre temple qui m'a occupé ces temps derniers, qui n'est pas strictement parlé en Asie centrale, mais qui est juste à la limite, qui est le temple de Kuhe-Khwaja, aujourd'hui en Iran, et qui a une importance considérable pour des raisons que je vais vous indiquer. Alors, Tartisangine, donc vous vous rappelez que on avait précisé que le temple avait été évidemment plusieurs fois pillé, remanié, avec un mur ici qui avait entraîné la destruction du portique, qui avait entraîné donc un changement profond dans la distribution architecturale, mais les supposées chambres à feu ici et ici semblent fonctionner jusqu'à la fin. On ne sait pas quand est-ce qu'elles commencent à fonctionner comme chambre à feu, mais les traces qu'on a indiquent une activité plutôt vers la fin. Et alors donc les toutes dernières traces de fréquentation du temple, c'est difficile à dire parce que les conditions dans lesquelles la fouille a eu lieu ont entraîné en fait une destruction des couches supérieures. Bon, on a du matériel qui va jusqu'au 4e, peut-être même 5e siècle. Alors, l'histoire ne s'arrête pas là, parce que vers 6740, les Chinois qui sont en train de, qui envoient des émissaires dans la région au moment pour surveiller la situation au moment où ça passe sous domination arabe, les Chinois recueillent une légende sur place. Cette légende, donc, elle a été recueillie vers 740 et elle est transmise par un recueil du Xe siècle qui est un recueil de merveilles. Voilà ce texte sur lequel, en fait, il était connu depuis assez longtemps, mais c'est Jean-Pierre Drège et moi, dans un article paru il y a déjà un certain temps, qui l'avons mis en rapport avec la fouille du temple de Tartisangine, et cette association est maintenant admise par tous. Alors voilà comment ça se présente. Dans le royaume de Kobadian, c'est la région de Tartisangine, au milieu du fleuve Oxus, se trouve un temple céleste du feu sur un bas-fond formant 2 bras de rivière. Alors, pas très qu'un bas-fond formant 2 bras de rivière, ça peut être une île, mais ça peut être aussi un confluent. Or, Tartisangine est sur le confluent du War et du Warch. La tradition veut que le dieu céleste soit venu de Perse jusqu'ici, transporté par un moyen divin. À l'intérieur, il n'y a pas d'image. En contrebas du grand bâtiment ont été installés des foyers grands ou petits. Les gens font leur dévotion vers l'est. Alors oui, ça rappelle effectivement un peu, il n'y aurait plus d'images ici, celle-là aurait disparu, et en contrebas, il y aurait effectivement ces chambres à feu. Bien. Les gens font leur dévotion vers l'est. Il s'y trouve un cheval de bronze, de la taille d'un cheval ordinaire, une statue équestre dans la cour. Les gens du royaume disent qu'il est descendu du ciel, qu'il a courbé ses pattes de devant en l'air et qu'il s'est tenu devant le dieu, ses pattes de derrière s'enfonçant dans le sol. Le dieu, c'est le feu en principe. Depuis l'Antiquité, on a creusé à de nombreuses reprises pour voir jusqu'à plusieurs dizaines de toises donc 50 cm, sans pouvoir atteindre ses sabots. Chaque premier de l'an, un cheval sort du milieu du fleuve Oxus. Sa couleur est comme de l'or. Il répond par ses hennissements à ceux du cheval de bronze et soudain rentre dans l'eau. Récemment, un roi des Arabes,
qui ne voulait pas y croire, un roi des Arabes, c'est un général, hein, qui ne voulait pas y croire, pénétra dans le temple pour le détruire. Soudain, il y eut un feu qui brûla les soldats, si bien qu'ils n'osèrent pas le démolir. Alors, que faire de tout ça? C'est quand même extrêmement intéressant. Le fait qu'il y ait eu probablement une statue équestre en bronze, c'est très probable parce qu'on a à plusieurs endroits trouvé des socles de statues. Bon, on n'a pas trouvé de traces de sabots de chevaux, mais enfin, il y avait des statues dans la cour. Bon, et on a trouvé des morceaux de statues de bronze. Donc, ça correspond à quelque chose qui a vraiment existé. Alors, la date de l'information. Donc, c'est recueilli au moment, visiblement, ça correspond au moment on parle d'un roi des Arabes, donc c'est au moment de la conquête arabe. Dans cette région, c'est tardif, hein, c'est vers 740. Donc on est 3 ou 4 siècles après les dernières traces d'occupation du sanctuaire. Alors, ce temple qui serait sur un bras de rivière ou un confluent, est-ce qu'il s'agit d'un autre emplacement? Est-ce que ça se serait déplacé? C'est envisageable, mais pas très probable. En tout cas, les îles de sablonneuses qu'il y a au milieu du fleuve ne semblent pas avoir pu porter les restes d'un temple. Beaucoup vraisemblablement, c'est le souvenir qu'on avait gardé, le souvenir qui s'attachait à ce qu'on voyait encore de la ruine du temple et des traditions qui s'étaient transmises depuis l'époque où il fonctionnait encore. Et donc, si c'est bien le même monument, la ruine était alors occupée en temple du feu. Alors, on nous raconte que le feu est arrivé de Perse par un moyen divin. Alors ça rappelle tout à fait un mythe zoroastrien, c'est le mythe de l'origine des 3 grands feux cultuels de l'Iran. Le feu des prêtres, le feu des guerriers et le feu des agriculteurs. C'est raconté dans plusieurs textes pélévis. Ces grands feux auraient été transportés à l'aube des temps sur le dos d'un bœuf. Alors, voilà ce que raconte le Bundahishn. Pendant le règne de Tarmuras, donc c'est l'un des tout premiers rois, où les hommes passaient du Huanira vers les autres continents. Alors le Huanira, c'est le continent central. Sur le dos du bœuf Srisog, une nuit, en pleine mer, dans un vent violent et au cœur des vagues, le vase à feu dans lequel se trouvait le feu, alors qu'il avait été mis en place sur le dos du bœuf, tomba à l'eau avec le feu. Alors, tous les 3 feux, pareils à 3 huarar, c'est-à-dire ça peut avoir la forme d'un feu, enfin, c'est l'aura lumineuse qui entoure les rois, les dieux, etc., se mirent à briller sur l'emplacement du vase à feu sur le dos du bœuf. Tout devint lumineux et les hommes purent retourner par la mer. Alors, il se trouve qu'on a une image de ce mythe. Hein. Voilà le bœuf Srisog avec sur son dos, effectivement, les 3 feux. Bien. Alors, ce qui est raconté dans cette légende, ça ressemble quand même pas mal à ça, le feu qui est arrivé autrefois, transporté par un moyen divin. Bon. Alors, on nous parle aussi du cheval doré qui sort tous les ans, avec chaque premier de l'an, du milieu du fleuve, un cheval doré qui sort, il hennit, et le cheval de bronze répond, et puis finalement, le cheval qui sort du fleuve rentre dans l'eau. Alors là, ça rappelle aussi un autre mythe zoroastrien. C'est le mythe de Tishtria, le dieu de la pluie et de l'étoile Sirius, qui tous les ans sort de l'eau, comme un cheval blanc, et il combat un cheval noir. Alors, le cheval noir, c'est le démon de la sécheresse. Alors, les années où c'est le cheval noir qui gagne, ça va être sec. Les années où c'est le cheval blanc qui gagne, l'année sera bonne. Donc, ça rappelle tout à fait ça. Et alors, cette histoire de cheval comme de l'or, ben, effectivement, dans l'Avesta, quand on nous parle du mythe de Tishtria, on dit que ses oreilles sont en or et ses rênes sont en or. Donc, vraiment, visiblement, les Chinois sur place ont recueilli des informations de la part de gens qui étaient bien instruits dans la religion zoroastrienne. Alors, ceci dit, c'est un folklore, le folklore du cheval qui sort de la rivière.
Ça se retrouve dans plusieurs endroits. On a 2 endroits au Tadjikistan où c'est relevé. Et puis, c'est signalé aussi au nord-ouest de l'Afghanistan. C'est signalé dans le livre de Mike Barry, le vieux livre de Mike Barry. Il y a la même histoire qui est racontée. Donc, c'est un folklore qui se promène. Alors, maintenant, cette histoire de l'escalier, on a creusé dans l'Antiquité sans pouvoir atteindre les sabots. Alors, Paul Bernard a eu une idée très astucieuse. Vous vous rappelez qu'au milieu dans la cour, il y a ce grand escalier puits qui descend jusqu'à la nappe phréatique. Alors, il a été comblé sans doute au IIe siècle après Jésus-Christ, mais on devait voir quelque chose dans la cour. Et donc, l'idée de Paul Bernard, c'est que ce mythe des gens qui auraient creusé autrefois pour trouver les pattes du cheval, ça viendrait de ce qu'on apercevait encore en surface de l'ouverture de ce puits. Donc, ça paraît vraiment incontestable que les Chinois sont venus sur place et ils ont entendu disons, ce qui était le mythe local qu'on continuait à raconter sur ce temple qui, évidemment, à ce moment, ne fonctionnait plus, mais dont on avait gardé le souvenir. Et peut-être aussi, la ruine était encore visible, et cette histoire était racontée ça restait peut-être, même probablement, ça devait rester un lieu sacré. On devait venir en pèlerinage. Et donc, les gens sur place racontaient cette histoire pour décourager les tentatives de destruction. Voilà. Si on essaie de détruire le temple, le feu va brûler les soldats. C'est vraisemblablement comme ça qu'il faut comprendre ça. Alors, j'en ai terminé avec Tarti Sanguine. Et maintenant, je vais donc terminer l'année avec un autre temple qui se trouve être aussi en rapport avec de l'eau, mais ça, tous les temples iraniens sont en rapport avec l'eau. Ça s'appelle le Kuerwaja, qui est en fait, voilà, ici, donc c'est, vous voyez, c'est à la frontière, c'est en Iran, c'est dans une île dans le lac Hamoun, dans la région qui s'appelle le Sistan. Malheureusement, pour ceux qui voudraient le voir aujourd'hui, dont je suis, il est là, et vous voyez, c'est pas de chance, il est à la limite de 3 frontières difficiles. Il est en Iran de ce côté-là. Mais là, c'est l'Afghanistan. Et là, c'est le Pakistan, le Baloutchistan. Alors, aujourd'hui, d'après ce qu'on me dit, j'aurais eu une chance éventuellement d'y aller en 2017, ça ne s'est pas fait. Aujourd'hui, on me dit que c'est quand même un coupe-gorge. Le trafic de drogue, le trafic de clandestins, le trafic d'armes. Il y en a assez peu. Un étranger a assez peu de chances d'y aller, même si les autorités archéologiques de l'Iran gardent le contrôle sur les lieux. Bien. Alors, vous me direz pourquoi. Alors voilà, ça se présente comme ça. Il occupe. Voilà, c'est une terrasse qui est ici, puis ça continue là-haut. Et c'est donc originellement dans une île basaltique, sur un grand lac qui s'appelle le lac Hamoun et Helmand, qui est en fait mentionné dans l'Avesta. C'est le lac Kansaoya. Mais, alors vous voyez, vue aérienne, ça a quand même beaucoup d'allure encore, vous allez voir le plan. Il se trouve que le lac n'est plus un lac, parce que le régime des talibans a coupé l'eau. C'est probablement pas c'est sans doute pas un acte directement hostile envers l'Iran, c'est qu'ils pompent un maximum. Il devait y avoir des accords autrefois, et puis ces accords sont caducs. Donc du côté afghan, ça pompe un maximum, plus évidemment les effets du réchauffement climatique. Et aujourd'hui, le lac, l'île du Kuerwaja n'est plus une île. Voilà. C'est un peu comme le Mont Saint-Michel. Alors,
vous me direz, oui, on n'est plus en Asie centrale, on est en Iran, vous faites du hors-sujet. Oui, mais quand même, bon, le Sistan est une région, voilà, c'est tout de même à la limite de l'Asie centrale. Vous voyez, Tarti-Sanguine et Aïkhanoum, dont on a parlé, Bactre, voilà, on est à la limite, l'Arakosi, le Gandhara, région très liée à l'Asie centrale, et le Sistan était lié aussi, pour plusieurs raisons. Il y a eu des liens politiques dans l'Antiquité assez forts avec la dynastie des Indo-Scythes, la dynastie des Indo-Parthes, qui à certains moments s'étendait vraiment assez loin vers le nord. Et puis également, le Sistan est un dépositaire, un conservatoire de traditions légendaires de l'Iran. On sait que à l'époque islamique, c'est l'endroit où les prêtres connaissaient le mieux l'Avesta, c'est là où étaient les meilleurs manuscrits, et bon voilà. Par ailleurs, il y a tout un cycle héroïque, le cycle de Rostam, qui est en fait originellement le cycle des rois du Sistan. Sistan, c'est Sakastan, c'est-à-dire le pays des Sakas, c'est-à-dire des Scythes. Ce sont des envahisseurs nomades qui se sont installés ici au IIe siècle avant Jésus-Christ. Et le nom est resté. Et Rostam est sans doute un de leurs héros nationaux. Et Rostam, j'ai déjà eu l'occasion d'en parler, notamment à propos des peintures de Penjiken. Donc on est quand même culturellement très près de l'Asie centrale, et on l'est d'autant plus que les études que je mène actuellement sur plusieurs des peintures du Kuhe-Roaja tendent à indiquer une intervention par des peintres au 5e, 6e siècle venus de la Bactriane. Alors, autre raison évidemment de s'intéresser à ce temple, c'est que ça reste très impressionnant, mais bon, il s'est beaucoup dégradé depuis un siècle. Mais quand les premiers explorateurs archéologues, il était signalé depuis longtemps, les voyageurs en Iran en parlaient indirectement où il était allé. Mais deux grands archéologues l'ont étudié, rapidement. C'était des fouilles pas très scientifiques, c'était des dégagements partiels. Il y a d'abord eu le grand Orelstein en 1915, et puis ensuite Ernest Herzfeld, 1925 et 1929, Stein était donc hongrois naturalisé anglais, et il a surtout travaillé dans le Xinjiang. Herzfeld était allemand et à un moment était directeur du service archéologique de l'Iran, ou du moins conseiller. Et donc les deux y ont travaillé, et ça c'est les photos de Stein. Alors, vous voyez l'état. C'est dans la grande cour, le portique à l'arrière, c'est quand même conservé sur 3 niveaux. On n'a ça nulle part. Bon. L'entrée, c'est intact jusqu'au plafond. Il n'y a pas un temple en Iran où on est un tel état de conservation. Même à Tart et Soleiman, l'un des 3 grands feux anciens de l'Iran, aujourd'hui en Azerbaïdjan iranien, c'est en pierre et c'est pas conservé aussi haut. Ça, c'est en briques crues. Le Kuhe-Roaja est entièrement en briques crues. Alors, avantage de la brique crue, c'est que sur la brique crue, la peinture, ça tient. C'est le drame de l'art religieux en Iran. C'est que les noyaux des temples étaient en pierre. Et sur la pierre, il y avait certainement des peintures sur des badigeons, etc. Mais ça ne tient pas. On ne les a pas. Les seuls endroits, quand on trouve de la peinture murale pré-islamique en Iran, et on en trouve quand même, c'est sur des bâtiments en briques crues, comme le manoir de Haji Abad, etc. Sur les bâtiments en pierre, on n'en trouve pas. Et le Kuhe-Roaja était entièrement en briques crues. Donc, il y a, au moment où Stein et Herzfeld l'ont exploré, il restait beaucoup de peintures conservées, et je suis persuadé qu'aujourd'hui, des dégagements scientifiques, des nettoyages scientifiques, des couches d'enduit sur les murs,
permettrait de continuer à en trouver. Et d'ailleurs, on en trouve toujours parce que de temps en temps, on signale qu'un mur s'est écroulé au Kuhe-Roaja et puis des peintures sont apparues derrière. Bien. Si c'était fouillé comme les temples de Penjikent, on aurait des albums complets de peintures. Et celui qui s'en était bien... Et ça, des temples complètement remplis de peintures, même en Asie centrale, on en a vraiment très peu. Enfin, c'est surtout à Penjikent. Et Marchak m'avait toujours dit... moi, si on me donne le Kuhe-Roaja, je lâche Penjikent. Parce que là, on aura la peinture murale sassanide. Alors, les peintures ont été trouvées, je vais revenir sur le plan là, dans divers endroits, un peu partout. Enfin voilà, le complexe d'entrée, le complexe nord ici, et puis surtout un endroit, ce qu'on appelle la Grande Galerie, qui est une galerie voûtée qui s'est retrouvée, qui était en fait insérée, encastrée dans une grande terrasse qui montait vers le temple du feu proprement dit. Voilà la Grande Galerie. Bon là, aujourd'hui, dans la Grande Galerie, enfin, je ne sais pas, dans la Grande Galerie, on continuerait peut-être à trouver quelque chose. Ça, c'est au moment où Herzfeld l'avait dégagé, et c'est une reconstruction de ce qu'il y avait dans un des murs de la Grande Galerie. Certains fragments ont été enlevés par Herzfeld, amenés au Metropolitan Museum, celui-là, je crois. Ça, avec un combat à dos d'éléphant, c'est au Musée national de New Delhi. Ça, avec des tridents, je crois que ça n'a pas été enlevé. Il y en avait une grande quantité. Alors, quelque chose de curieux dans la Grande Galerie, c'est que, à quelques années d'intervalle, Stein et Herzfeld n'ont pas vu la même chose, n'ont pas vu les mêmes peintures. Et une explication possible, c'est justement que les couches de peinture se recouvraient. Et qu'il se peut que quand Herzfeld est passé, eh bien, des morceaux d'enduit s'étaient détachés et que ça lui a permis de voir des peintures que Stein n'avait pas vues. Alors, ils ont, disons, l'un comme l'autre, ont fait tout ce qu'ils ont pu pour relever, dessiner, prélever en partie. Alors, je vais vous raconter parce qu'il y a eu des malheurs. Bon. Ça n'était de toute façon, vu les moyens assez faibles et le temps assez faible dont il disposait, ça n'a pu être qu'une exploration très partielle. Alors voilà ce que Herzfeld a vu dans la Grande Galerie. Ces têtes. Ça, c'est parti, je crois, au Metropolitan Museum. Oui. Ça, c'est des trois personnages mystérieux. On a dit que c'était des dieux, c'est pas sûr. Également dans la Grande Galerie. Alors le problème avec ce qu'a publié Herzfeld, c'est qu'on était très content parce que dans son livre Iran and the Ancient East, il donne des photos couleurs de certaines images de peinture du Kuhe-Roaja. Oui, mais voilà, on s'est aperçu que les photos étaient retouchées. Et en fait, il avait retouché à la gouache les négatifs de ces photos. Et c'est même pas sûr que ce soit toujours lui qui les fait, parce que c'est retouché en fait grossièrement, et on voit parfois que ces retouches de couleurs ne correspondent pas à ce qu'il a décrit. Herzfeld, enfin, bon, c'était un grand savant, mais, passez-moi l'expression, c'était aussi un drôle de loustique. Il n'avait pas toujours d'immenses scrupules. Bon, je crois qu'à la fin de sa vie, il a dû quitter l'Allemagne puisqu'il était juif, et il est parti donc aux États-Unis où il a trouvé un poste à, je ne sais, peut-être à l'université de Chicago ou au Metropolitan Museum, Metropolitan peut-être. Et bon, il a vendu
au British Museum des plats d'argent achéménides avec des inscriptions cunéiformes. Alors, on s'est aperçu il y a 20 ans, c'est Sims Williams qui s'en est aperçu, que les plats étaient authentiques, mais les inscriptions étaient modernes. Et à l'époque, il y avait une seule personne qui était capable de fabriquer ces inscriptions. C'était Herzfeld. Voilà, bien. Enfin, bon, paix à ses cendres parce que il a eu une œuvre énorme, c'était un très grand savant et il n'a pas travaillé dans des conditions faciles. Alors, voilà, ça se présente comme ça, donc plan général, publié par le service archéologique de l'Iran. Il y a toute une partie avancée avec des bâtiments. On pense que c'est peut-être des bâtiments destinés aux visiteurs, des visiteurs de marque, ça pourrait être ça. Et puis, donc, le complexe de la porte sud, on arrive dans une grande cour avec, vous voyez, ça ressemble tout à fait à une madrasa. Donc certains avaient même pensé que c'était d'époque islamique, avec des iwans, des grands portiques qui s'ouvrent, des cellules tout autour, la grande galerie encastrée dans une terrasse qui monte, et là, le noyau le plus sacré, avec un temple du feu typiquement sassanide, avec 4 piliers, une coupole, et l'autel du feu en pierre, assez grand, qu'on n'a pas trouvé dedans, mais qu'on a trouvé tombé sur la colline. C'est vraiment un des seuls cas où on peut mettre vraiment un autel du feu sassanide en association avec une architecture. Il y a il y a peu d'exemples pour les autels du feu en pierre. Il y en a à Tart et Soleiman. Voilà Herzfeld et son équipe. Vous voyez l'ambiance et au moment de la découverte de l'autel du feu. Alors, la situation actuelle. Bon, il y a eu des fouilles italiennes dans les années 60, mais extrêmement limitées et publiées d'une manière, disons, très surinterprétée. Ils ont prétendu avoir trouvé un État achéménide, un État grec, etc. Les résultats ne sont plus considérés comme crédibles aujourd'hui. C'est vraiment une expérience malheureuse. Sinon, de temps en temps, on a publié des morceaux de peinture qu'on a trouvés quand des morceaux de murs se sont effondrés. Les Italiens ont fait ça. Ensuite, dans les années 70, il n'y a pas de fouilles, en fait, actuellement, il n'y a plus de fouilles. Et hélas, le zèle du service archéologique de l'Iran est surtout consacré à faire des restaurations. Vous voyez les restaurations. Là, ils ont construit un mur sur tout le long, le complexe d'entrée. Et bon, c'est tout à fait calamiteux parce que ce type de restauration empêche des fouilles futures. Et en plus, l'effet esthétique, on préférait l'état brut. Bien. Alors, on peut quand même, sur le Koué-Khwaja, on peut quand même beaucoup faire avancer la question aujourd'hui en reprenant les anciens dossiers de Stein et de Herzfeld. Alors, pour l'architecture, c'est le service archéologique de l'Iran qui a fait de nouveaux relevés, et puis une historienne de l'architecture qui est d'origine iranienne, mais qui est établie à Berkeley, Sorour Ranimati, qui a publié plusieurs articles, un grand article, et puis elle a fait sa thèse là-dessus, et puis surtout, ce qui est le plus au point, elle a fait l'article Koué-Khwaja dans l'Encyclopédia Iranica. Bien, elle a fait vraiment du bon travail. Disons que elle a fait des hypothèses vraiment intéressantes. Ces cellules-là qui auraient autour de la cour et qui évoquent une madrasa pourraient indiquer en fait qu'à l'époque sassanide tardive, c'était un herbedestan, c'est-à-dire une école de prêtres. Et on sait que le Sistan était fameux pour la qualité de l'enseignement qui recevait les prêtres. Donc ça pourrait avoir fonctionné comme école de prêtres. Donc en fait, quasiment une madrasa. Dans cette partie-là, elle pense que c'était une hôtellerie pour les visiteurs. Alors, oui, par ailleurs, alors la question de la chronologie,
Raniemati a repris la question. Les indices sont quand même actuellement assez faibles parce qu'il y a très peu de monnaie. La céramique qui a été recueillie n'a pas été recueillie dans des conditions favorables et en plus on n'a pas une très bonne séquence chronologique. On a du carbone 14. Alors il y a plusieurs prélèvements qui ont été étudiés ces dernières années qui tendent à montrer que il y a quelque chose du point de vue architectural à la fin de l'époque parthe et ensuite ça va dans l'époque sassanide. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ça nous donne une séquence architecturale, certes longue, mais pas immense, enfin quelques siècles, mais si on met bout à bout la chaîne des textes sur ce monument, on arrive à quelque chose de beaucoup plus ancien, parce que déjà, le lieu est certainement mentionné dans l'Avesta. C'est dans un des yachts, un des hymnes aux dieux qui s'appelle le Zamyad Yacht, qui raconte en gros comment, en partie, comment la gloire royale s'est transmise au fil du temps en Iran, et puis au bout du compte, comment le sauveur final va arriver. Alors, il va arriver sur la montagne Ushidarena. Et toutes sortes de raisons conduisent à penser que c'est la montagne qui plus tard va être occupée par le Kuerwaja. Kuerwaja, d'ailleurs, ça veut toujours dire la montagne du Seigneur. Au départ, c'était Kueroda, la montagne de Dieu, Dieu étant Ahura Mazda. Et puis, on a islamisé le nom en Khwaja, c'est-à-dire un saint personnage de l'islam. Il y a un tombeau, effectivement, aujourd'hui, tout au sommet de la colline. C'est pas vraiment un imam zadé, ça sent la récupération. C'est pas véritablement un pèlerinage chiite. Alors, on nous parle donc de la montagne Ushidarena, où va se dérouler finalement la descente du Sauveur au moment, l'arrivée du Sauveur au moment du jugement dernier. Il se trouve que Ushidarena, ça veut dire la montagne aux crevasses rouges. Alors la photo ici ne permet pas vraiment d'en juger, mais sur certaines photos on voit ça très bien. C'est une falaise basaltique assez rouge très foncé, rouge noirâtre, avec des crevasses. Donc ça correspond vraiment à ça. On nous explique que 3 sauveurs successifs à la fin des temps vont être des fils posthumes de Zoroastre, conçus par des vierges qui auront recueilli la semence de Zoroastre en se baignant dans le lac. Bien. Donc on a ça au départ. Donc certainement, très anciennement, il y avait un lieu de culte, simplement archéologiquement, on n'a rien de convaincant pour ces époques si hautes, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y avait rien. Ensuite, l'histoire continue puisqu'on a un texte chrétien en syriaque, en latin, au 5e siècle, Opus Imperfectum in Matthäum, qui est un commentaire de saint Matthieu. Saint Matthieu, c'est le seul évangéliste qui nous parle des rois mages qui sont venus de l'Est pour adorer l'enfant Jésus. Les rois mages, ce sont des prêtres zoroastriens. Et l'Opus Imperfectum nous explique que oui, les rois mages venaient d'un endroit à l'Est, à la frontière de l'Inde, qui s'appelait le Mons Victorialis, le mont victorieux. Et on a beaucoup de raisons de penser que ça désigne le Kuerwaja. Donc là, on a, dans ce texte, la rencontre entre le mythe iranien du sauveur de la fin des temps et le mythe chrétien. C'est le même. Et puis alors les textes continuent au XVe siècle dans des textes pélévis qu'on appelle les rivoyat, les derniers textes pélévis. On nous parle du Kueroda, voilà, la montagne de Dieu, où va se dérouler le salut final. Après, les textes n'en parlent plus, mais au XVIIe siècle, un religieux, je crois que c'est un carme, qui était à la cour d'Ispahan, le père de Chinon,
qu'on réhabilite maintenant. En fait, le fameux récit de Tavernier sur son séjour à la cour safavide a en fait pillé le récit du père de Chinon. Et le père de Chinon avait des bons informateurs. Et qu'est-ce qu'il nous raconte, le père de Chinon? Il y a un lac à l'est de l'Iran, dans cette région, je crois qu'il parle de la région du Séistan, où tous les nouvel an, les jeunes filles de la région vont se baigner dans l'espoir de concevoir le Sauveur. Donc, même si le temple ne fonctionnait plus, les mythes qui lui étaient attachés continuaient à fonctionner. Alors, ce qu'on peut faire aujourd'hui, bon, voilà, idéalement, ce serait y aller, ce que malgré mes efforts, j'ai jamais pu faire, mais j'ai des collègues qui y sont allés. Faire une campagne de fouilles, bon, déjà, en Iran actuellement, c'est difficile. Alors en plus, dans cette région qui, comme je l'ai dit, est au cœur de tous les trafics, c'est pas concevable, même pour les équipes iraniennes, je crois. Bon, travailler sur les dossiers. Alors, il y a quelque chose déjà qui serait extraordinaire, c'est de faire une reconstruction, une base de données. Aujourd'hui, on sait faire ça très bien, avec un 3D de l'ensemble du temple et des liens qui permettent d'avoir les morceaux de peinture trouvés ça et là. Donc il suffirait de cliquer sur le plan et on aurait une visite virtuelle, une reconstitution virtuelle du monument. Ce serait une avance énorme. Bon, actuellement, il n'y a pas de programme pour ça, mais il faudrait vraiment que ça se fasse. Alors, par ailleurs, je me suis aperçu, je ne m'y attendais pas, hein, mais enfin, par hasard, au mois d'octobre dernier, je me suis aperçu qu'on pouvait encore faire dire beaucoup aux dossiers recueillis par Herzfeld et Stein sur les peintures. Alors, il y a plusieurs peintures qui méritent qu'on s'y attache à nouveau, mais j'ai surtout travaillé sur deux, et j'ai des articles en préparation là-dessus. Voilà une peinture que Herzfeld a publiée comme Le couple royal. Alors, la localisation n'est pas indifférente, c'était dans la Grande Galerie, du côté nord, donc vers ce qui devait être un passage qui conduisait au Temple du Feu, et pas très loin apparemment de l'Axe. Couple royal. Alors cette peinture, bon, il a fait des photos, il a fait des... Alors qu'est-ce qu'il en reste aujourd'hui? Sur place, elle n'a pas été démontée. Bon, on peut toujours rêver, mais disons... comme plus personne ne l'a revue, on pense qu'elle est détruite. Il a fait des négatifs photos, sur lesquels on ne voit pas grand-chose, des dessins et des aquarelles. Alors le problème, c'est qu'il a fait plusieurs aquarelles successives après coup, d'après ses notes, d'après ses souvenirs, et que les détails ne coïncident pas toujours. Bien. Et en plus de ça, je vous ai dit, il a publié une photo couleur, mais trafiquée. Où est-ce qu'elle est? Ah non, c'est pas celle-là, c'est une autre. Il a publié une photo couleur que je considère comme inutilisable. Bon, on a ça et on a en fait plusieurs aquarelles. Alors, c'est consultable, c'est là où j'ai pu la voir, à la Freer Gallery de Washington. J'y étais en octobre, à l'occasion d'un colloque sur l'archéologie sassanide, et très aimablement, ils m'ont permis de voir les carnets de Herzfeld, et là, je me suis rendu compte qu'il y avait des choses à dire encore. Bon, Herzfeld, ça a été publié comme couple royal, alors pour les dates, il y a eu plusieurs idées, que c'était Parthe tardif, que c'était au contraire beaucoup plus tardif. On a vu des influences chrétiennes, on a rapproché de la peinture georgienne ou arménienne. Bon. Ce qu'on voit, c'est... Il y a un personnage ici, mais Herzfeld, visiblement, n'a pas très bien compris ce que c'était. Et il y a un couple royal, vous voyez, là,
qui est devant une espèce de... On voit un départ de voûte là. On vous voit mieux là. Donc ils sont visiblement devant une espèce de chambre. Et ils font un geste d'hommage. Alors, en fait, le bras levé, on a dit que le bras levé ici, c'était celui de l'homme. Mais en fait, le bras de l'homme, il est là. Il est là le long de la hanche. Donc en fait, c'est le bras de la femme. Simplement, elle a un costume bicolore. Enfin, plutôt, la manche n'est pas de la même couleur que le manteau qui recouvre. C'est elle qui lève la main et fait visible probablement le geste avec l'index recourbé, qui est dans l'art sassanide le geste de l'hommage. Bien. Donc, il y a quelque chose de sacré qui est là. Bien. Alors, quel est ce couple? La couronne, ce n'est pas une couronne sassanide, mais la couronne de la femme présente des analogies très fortes avec des couronnes qu'on a en Bactriane, à l'époque dite Kidarite, 5e siècle, peut-être 6e. Vous voyez, c'est vraiment le même principe, des fleurons, des triangles, des fleurons en triangle avec des anneaux attachés sur les côtés. C'est vraiment le même principe. C'est ce qu'il y a de plus proche. Bon, c'est visiblement des hauts dignitaires. Alors, on sait que sur place, jusqu'au moins en 327, il y avait un roi des Sakas, donc l'héritier des anciens rois indo-parthes, qui était en fait un membre de la famille royale sassanide. Et c'est attesté jusqu'en 327. Après, on ne sait plus. Vraisemblablement, le titre est aboli. Alors, ça pourrait être le dernier roi des Sakas, de Sassanides. Ça pourrait être aussi un gouverneur qui gouvernait la province ensuite. Donc, évidemment, ça se passe dans un décor architectural. Alors, mon idée, Herzfeld pensait que c'était un dais. Moi, je pense que c'est une enfilade de portes et qu'on a voulu exprimer ici. Ils sont dans une antichambre et ils arrivent vers un lieu sacré. Alors, mon idée sur le lieu sacré, c'est que c'est un hôtel du feu. Sur les monnaies sassanides, on voit certains hôtels du feu qui sont décorés de rubans, n'est-ce pas? Et là, on voit des rubans flottants. Quant à cette espèce de gros ruban jaune, je me demande si Herzfeld n'a pas, si c'est pas un détail qu'Herzfeld n'aurait pas compris et qui est une patte de lion coudée qui s'avance sur des espèces de supports en champignons. Et ça ressemblerait assez bien à ça. En tout cas, j'ai du mal à imaginer ici une statue divine. Je pense que c'est vraiment un hôtel du feu. Et d'ailleurs, quand on prend l'ensemble de l'iconographie au Cuehuaja, on n'a pas d'indice que c'était un temple à statut de culte. Il y a une seule divinité qui est représentée, c'est le dieu de la lune. Mais là, on n'est pas du tout obligé de penser à un temple à statut de culte pour imaginer une figuration astrale. Alors, détail qui m'a particulièrement intéressé, que tient l'homme? Ça, personne n'a jamais commenté. Non, c'est droit. Alors, en fait, Herzfeld avait une idée, et personne ne l'a reproduite. Il avait écrit sur l'objet « Volumen Scriptum ». C'est un rouleau inscrit. Alors, qu'est-ce que peut être ce rouleau? Sans doute pas le texte de l'Avesta. Ici, c'est probablement 5e siècle. Bon, on n'a pas mis l'Avesta par écrit avant le 6e siècle, et de toute manière, les exemplaires étaient rares. Les prières zoroastriennes, c'était transmis par cœur, c'était oral. Bien. Moi, je pense que c'est une donation. C'est un texte en fait, ce couple royal fait une donation au Temple du Feu. Là, pour ça, on peut s'appuyer sur les inscriptions de Kartir qui nous parlent des
des actes scellés qu'il a faits au moment où il a fait des dons au Temple du Feu. Et puis, il y a un parallèle, non encore élucidé, mais moi j'ai une idée là-dessus. C'est à Surcotal, dans les fragments des statues des souverains couchants, Schlumberger a dit, ah ben là, il tient un livre. Sauf que ce n'est pas un livre. On est au IIe siècle. Les codex n'apparaissent qu'au VIe siècle. C'est en fait un diplôme plié et mis entre des tablettes de bois. Et donc, les souverains couchants se seraient fait représenter à Surcotal en donateurs présentant des actes de donation. Voilà pour le moment ce qu'on peut dire là-dessus. Alors maintenant, il me reste encore un quart d'heure. Voilà, vous allez tous dire ce que c'est. C'est une autre peinture qui a été trouvée dans un corridor devant le complexe d'entrée. Alors là, c'est pas Herzfeld, c'est Stein. Alors la situation est différente de la peinture précédente, parce que celle-là, elle existe encore. Stein l'a enlevée et l'a envoyée au Musée national de New Delhi, où elle est encore, dans les réserves au Fort Rouge. Depuis un siècle, ils ne l'ont jamais montrée à personne. Alors là, je dois quand même faire état d'un scandale scientifique, c'est que moi j'ai écrit à la proposant de venir sur place, de partager éventuellement de co-publier, etc. Je n'ai eu aucune réponse, aucune. Et on m'a fait savoir de toute manière qu'il ne montre jamais rien. Voilà. Les nominations aujourd'hui dans les grands musées indiens sont des nominations politiques. Et il n'y a rien à faire. Bon. Si j'avais eu l'occasion de m'adresser au Premier ministre Modi lors de sa visite très médiatisée à Paris, je lui aurais dit un mot, mais je n'étais pas invité au dîner. Alors, Stein a publié, avant d'envoyer ça à New Delhi, il a fait une photo, très bonne photo, mais évidemment, c'était pas nettoyé, il y a des dégoulinures, bon, et je pense qu'à New Delhi, ça n'a jamais été nettoyé depuis un siècle. Bien. Alors, il se trouve que avec un collaborateur dessinateur très doué avec qui j'ai souvent eu l'occasion de travailler, François Horry, il m'a accompagné dans la découverte du relief sassanide en Afghanistan. À titre d'essai, on s'est mis à agrandir sur l'écran et à dessiner ce qu'on voyait. Et sans doute, on voit davantage que Stein, parce que Stein n'avait pas beaucoup de parallèles iconographiques à fournir. Tout ce qui pouvait lui venir à l'esprit, c'était les peintures bouddhistes qu'il avait étudiées dans le Xinjiang. Mais aujourd'hui, on a des parallèles. Donc il y a des détails qu'on comprend mieux. Alors, je vous dis tout de suite, je ne suis pas sûr à 100%, ni même à 80%, mais actuellement, c'est tout ce qu'on peut faire. Alors maintenant, la balle est dans le camp du Musée national de New Delhi. S'il éprouve quelque intérêt pour le patrimoine qu'il détient, et s'il consent à appliquer les règles internationales de l'ICOMOS auxquelles il a souscrit. Bien. J'espère que mes paroles, qui sont enregistrées, atteindront, n'est-ce pas, les autorités indiennes. Bon. Alors, en fait, l'interprétation, disons, les lignes principales de l'interprétation ont été proposées en 1981 par une très éminente collègue de Berkeley, Giti Hazarpai, qui a compris, uniquement d'après la photo de Stein, qu'on voyait ici un jeune personnage. D'ailleurs, il est décrit par Stein de toute manière. Un jeune prince tenant un bâton terminé en tête de bœuf. Et devant lui, une sorte de démon à 3 têtes. Et elle a compris qui c'était. Il suffit, si on prend ça à la fois dans l'Avesta, dans toute la tradition iranienne, et surtout dans le livre des rois, où c'est raconté très en détail, c'est Faridun recevant la soumission de Zahak.
Alors, Faridoun, c'est un des rois des premiers âges. C'est le dernier roi qui a régné sur le monde entier avant qu'il ne se trouve séparé en trois entre ses trois fils, l'Iran ayant recueilli la partie centrale. Et il est là, et Faridoun a comme attribut une massue à tête de bœuf. Alors, Stein pensait que c'était Rostam, mais en fait, la tête de bœuf, la massue à tête de bœuf, n'apparaît avec Rostam que sur des miniatures médiévales. Dans la tradition ancienne, c'est Faridoun. Et Faridoun a vaincu un usurpateur qui l'avait précédé et qui est le dragon Zahak, lequel a trois têtes. Et donc, évidemment, c'est la seule interprétation qui fasse sens. Alors, les progrès que nous avons pu accomplir avec François Horry, c'est d'abord sur la date de cette peinture. Parce que là, ce que Stein n'avait pas, nous avons d'excellents parallèles. Dans la partie supérieure se trouvent des personnages alignés, alors les pieds écartés, comme il est d'usage, voilà, à cette époque, 5e, 6e siècle, sont des aristocrates avec des pantalons, des tuniques, des bottes. On a pensé à des donateurs. Moi, je pense en fait qu'il s'agit de la cour. Bien. Or, on a les mêmes, pratiquement les mêmes, au temple de Dilbergine, près de Bactre, 5e, 6e siècle. C'est tellement proche qu'on peut se demander s'il n'y a pas eu une intervention d'artistes de Bactriane sur cette peinture du Kouerwaja. Donc déjà, là, on tient une date. Alors, autre détail que nous avons remarqué, Stein avait déjà relevé que ce roi, bien que de proportions supérieures aux autres, est un jeune homme. Il n'a pas de moustache, pas de barbe et des cheveux en boucle. Et c'est confirmé. On a maintenant de bons parallèles sur des œuvres du 5e, 6e siècle. Sokidarit, voilà, les panneaux en bois de la porte en bois du château de Kafir-Kala, près de Samarcande, que vous avez pu voir à l'exposition du Louvre. C'est un très jeune homme. Or, ce qui n'a pas été relevé avant, c'est que quand Faridoun reçoit la soumission de Zahak, il a 15 ans. C'est ce qui est dit dans le Shahnameh. D'après les textes Pélévi, il a 8 ans. Vraiment. On va plutôt suivre le Shahnameh. C'est un très jeune homme, il a 15 ans. Donc ça confirme l'identification. Alors, en face de lui, ça, donc, compris déjà par Kitty Azarpai, c'est Zahak qui, dans l'Avesta, est dit avoir 3 têtes. Alors, il n'a plus 3 têtes dans la tradition ultérieure, dans le Shahnameh, etc. Les 2 têtes latérales sont remplacées par des serpents qui mangent des cervelles d'enfants. Voilà, que lui prépare son cuisinier. Bon, mais au départ, il a 3 têtes. Et un objet curieux apparaît derrière. Alors, voilà, Stein a dit ça ressemble à des barreaux de chaise, c'est curieux. Bon. On a trouvé, grâce à... Ça, c'est une suggestion d'Ankadan. On a trouvé ce que c'est. C'est une couronne murale. C'est-à-dire que ça désigne, ça marque Zahak comme le possesseur d'une forteresse. Alors, on a, voilà, excellent parallèle, la déesse Hécate, la déesse des carrefours en Grèce et à Rome, elle a ça, et en plus elle a 3 têtes. Et voilà la Tuké, donc la déesse qui, on va dire, l'incarnation divine de la ville de Jérusalem. C'est un relief du VIe siècle. Et vous voyez, c'est très proche, les tours à plusieurs niveaux, etc. On voit, c'est une ville dans le ciel, une ville fortifiée. Alors, il se trouve que Zahak, d'après la tradition en Pélévi, il possède à Babylone un château inaccessible. Et ensuite, dans le livre des rois, ça se passe à Jérusalem. Et quand Faridoun va l'attaquer à Jérusalem, il voit apparaître dans le ciel un rempart fortifié dont les tours montent jusqu'au
jusqu'aux planètes. Et donc, ici, on a Zahac, ancien maître d'une forteresse imprenable. Bien. Alors, maintenant, qui est là? Stein n'avait pas remarqué que ce personnage a des traits démoniaques. Plus encore que Zahac. Zahac a 3 têtes, mais à peu près normal. Lui, c'est vraiment un démon. Voilà, le grimaçant, avec peut-être des crocs qu'on lui voit, en tout cas la bouche ouverte, des sourcils en accent circonflexe, on voit très bien, et sur la tête, vraisemblablement, des cheveux dressés. On a voilà, de bonnes analogies dans l'art bouddhique, dans l'art du Gandhara. Vous voyez, l'armée démoniaque de Mara qui attaque Bouddha, avec les mêmes cheveux dressés sur la tête. Qui est-ce? Alors, l'explication a été trouvée par Samra Azarnouch. Zahac a comme vizir, comme principal conseiller, son cuisinier. Et son cuisinier, en fait, c'est Ahriman, le dieu du mal, qui s'est déguisé en cuisinier pour manipuler le roi dragon Zahac. Or, ce personnage tient une coupe où on voit des fruits ou une autre nourriture. Je n'irai pas jusqu'à dire que c'est la cervelle cuite qu'il a préparée des enfants qu'il va donner au serpent de Zahac, mais ça pourrait être ça aussi. Donc, en fait, Faridoun reçoit l'hommage de son ennemi vaincu et du principe du mal qui se trouve être qui se trouve manipuler l'ennemi vaincu. De la même manière que sur le premier relief sassanide à Firuzabad, on a Ardashir, le premier roi sassanide, qui piétine son dernier adversaire Artaban, et de l'autre côté, Ahura Mazda qui piétine Ahriman. On associe l'ennemi vaincu et le principe du mal. Voilà. Alors, pour ceux qui suivent, il y a plusieurs autres hypothèses. Alors, je termine en disant que ce qui est tout de même, si on a raison, bon, enfin, il y a beaucoup d'autres détails à signaler. L'épée passée derrière la jambe, on a des bonnes analogies au 5e siècle. Les 2 rubans qui flottent ici, ça montre il vient de devenir roi. Et donc ça indique son statut royal. Sur cette peinture, rien n'est laissé au hasard. Le geste des mains, il a la main ouverte, Zahac a la main ouverte en signe de paix, et l'autre main avec l'index recourbé en signe d'hommage, de soumission, comme ce que nous avons vu faire à la donatrice sur la peinture précédente. Ce qui est quand même tout à fait frappant, c'est que le seul détail qui vraiment se trouve dans l'Avesta, et rien que dans l'Avesta, ce sont les 3 têtes de Zahac. Pour le reste, ce que nous trouvons, c'est pas tellement dans la littérature Pélévi, c'est dans le livre des rois de Firdoussi, fin Xe siècle. Faridoun qui a 15 ans, la couronne murale de Zahac, le cuisinier. Donc, mais là, on est au 5e ou au 6e siècle. Donc, conclusion, certaines parties des récits qui vont, à la fin de la période sassanide, se retrouver dans les livres des rois, circulaient déjà, sous la forme où Firdoussi les mettra par écrit 3 ou 4 siècles après. Pourquoi avoir représenté ça au Kuhe-Khwaja? Voilà. Difficile de répondre, mais malgré tout, dans les textes, on voit que les dernières étapes de la victoire de Faridoun sont censées se dérouler, alors c'est très vague, hein, on dit du côté de l'Inde, ou bien au Kerman, ou bien, et il y a même une des prières que Faridoun adresse à la déesse Anaïta pour vaincre Zahac, et c'est une prière, il fait un sacrifice au bord du lac Frasdanu,
Et le lac Frasdanu, on sait où c'est. C'est là, c'est juste au sud de Cuehuaja. Donc, il y a probablement un élément de patriotisme local dans tout ça. Voilà. J'aimerais pouvoir vous en dire plus. Si je pouvais aller voir ça à New Delhi avec François Horry, j'aurais certainement des choses à corriger et j'aurais beaucoup de choses à ajouter. Mais il m'a semblé, pour le moment, c'est important de faire état de ces avancées. Alors, je vous remercie de votre fidélité, une fois de plus, et je vous donne rendez-vous donc l'année prochaine à partir de janvier. On continuera sur les temples, et ensuite on abordera la question des nouvelles documentations archéologiques sur les oasis de Sogdiane, notamment la publication en cours des travaux de la mission française dans l'oasis de Boukhara. Alors, à l'année prochaine.